Depuis un moment, des abonnés me demandent de parler de la guerre de 30 ans, comme je l'avais promis dans une ancienne vidéo. Ce n'est pas pour rien, c'était l'un des tournants majeurs de l'histoire. En fait, ce fut le premier conflit d'envergure mondiale, donc il serait honnête de dire que c'était la véritable Première Guerre mondiale. Cela peut sembler étrange au début, mais la première fois que j'ai entendu quelqu'un dire cela, c'était déjà en 2010, avec le géopoliticien Lionel Itaúsu. À l'époque, je trouvais cela ridicule, mais avec le recul et une vision géopolitique, je reconnais qu'il avait raison. En observant l'histoire sous l'angle géopolitique, on constate que, depuis l'Antiquité, les périodes historiques sont délimitées par des ordres. Pendant la guerre froide, par exemple, nous avons eu l'ordre bipolaire. Après la guerre froide, l'ordre libéral, qui a duré jusqu'en 2020. Et nous ne savons pas ce qui viendra après cela, probablement un autre ordre bipolaire. Mais avant cela, nous avons eu l'ordre eurocentrique, où les puissances marginales de l'Europe ont gouverné ou influencé la majeure partie du monde, ou conditionné le comportement d'autres nations et empires. Dans cette logique, nous pouvons voir cet ordre eurocentrique commencer avec la guerre de 30 ans et se terminer en 1945 avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, la Première Guerre mondiale serait la guerre de 30 ans de 1618. Et la Seconde Guerre mondiale, commençant en 1914 et se terminant en 1945. Sachant que cette Seconde Guerre mondiale aurait un intervalle entre les deux étapes, que nous appelons alors Première Guerre mondiale et Seconde Guerre mondiale. Dans ce cas, ce que nous nommons la Première et la Seconde Guerre mondiale serait en réalité une seule guerre avec une pause entre les deux. Et aussi étrange que cette idée puisse paraître géopolitiquement, elle est exacte parce que, fondamentalement, nous parlons des mêmes acteurs étatiques, simplement gouvernés par des groupes différents. Avec les mêmes objectifs et les mêmes configurations géopolitiques, les deux conflits pourraient être résumés comme étant la même guerre. Et cela rend la période de l'ordre eurocentrique plus organisée, avec cette Première Guerre mondiale ou Première Guerre de 30 ans comme début et la Seconde Guerre mondiale ou Seconde Guerre de 30 ans comme fin de cet ordre. Avant ce conflit, les Européens débutaient à peine leurs ambitions impériales. Après cette guerre, l'Europe tellement changée a pu se projeter hors du continent. Cet excédent d'énergie géopolitique, pour ainsi dire. Si vous comparez l'avant et l'après de la guerre de 30 ans, on voit des États différents, des règles différentes entre les États. La structure des forces armées a beaucoup changé, l'ordre social et politique du continent a été modifié à jamais, et ainsi de suite. Mais avant d'expliquer pourquoi la guerre de 30 ans fut la Première Guerre mondiale, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec tous tes contacts, pour aider la chaîne géopolitique mondiale à continuer d'exister. Votre soutien est très important pour que la chaîne géopolitique mondiale puisse contourner le shadow ban que YouTube lui a imposé. Je m'appelle Adriano Peta et voici la chaîne géopolitique mondiale. En 1914, au début de la guerre, les Européens pensaient aussi qu'elle serait brève. Parce que, après les victoires catholiques au centre de l'Europe, là où se trouve aujourd'hui la République tchèque, tout indiquait que les catholiques avaient établi leur suprématie sur le continent. Cependant, le conflit s'est étendu parce que, tandis que les catholiques renforçaient l'intérieur de l'Europe, les puissances marginales s'agitaient à l'extrême ouest du continent. Cela a finalement mené à l'entrée en guerre de la France, des Habsbourg d'Espagne, de l'Angleterre et de la République néerlandaise. Grâce à leur position dans cette zone d'accès à l'Atlantique Nord et aux marchés mondiaux, ils ont étendu le conflit à divers niveaux dans le monde. L'internationalisation du conflit l'a étendu hors d'Europe, jusqu'aux colonies d'Indonésie, d'Afrique et des Amériques. Cela s'est produit parce que les routes commerciales vers l'Asie sont devenues soit moins fiables et pourquoi c'est plus coûteuses, au fur et à mesure que l'Empire turc ottoman prenait le contrôle de la majorité des ports en Méditerranée. Même si beaucoup de gens vont pleurer en disant que ce serait une interprétation eurocentrique. La vérité, c'est que pendant des siècles, ce qui s'est passé en Europe a eu beaucoup plus d'impact sur le monde que ce qui s'est passé dans d'autres parties du monde. Cela affectait l'Europe, à l'exception notable de la région dominée par l'Empire turc ottoman. Même la Chine, hyper riche et puissante à partir des années 1500, s'était repliée sur elle-même, ce qui lui a fait perdre une grande partie de son influence régionale et n'a envisagé une influence mondiale que bien au-delà de ses ports.
Depuis les années 2000, évoquer des échelles de temps de 500 ans dans les structures géopolitiques dépasse la compréhension de beaucoup, car la plupart pensent que le monde évolue chaque jour à cause d'une technologie ou d'un événement. Quelques décennies plus tard, ils réalisent donc que tout ce battage médiatique était souvent exagéré. Le monde évolue trop pour rester identique. En général, on considère que la guerre de 30 ans est analysée en se limitant au noyau européen, là où se trouve aujourd'hui l'Allemagne. Et en ignorant que, bien que le centre européen ait été le lieu de friction entre les forces géopolitiques de l'époque, ces forces se trouvaient aux marges du continent et, par conséquent, étendaient les ramifications de ces conflits dans leur environnement et, par conséquent, à l'échelle mondiale. En fait, cette friction entre les puissances a eu pour effet une mondialisation sans précédent. Lorsque le chef protestant Frédéric V comte palatin et roi de Bohême fut vaincu par les catholiques, il a sollicité l'aide du roi Jacques VI d'Écosse et Ier d'Angleterre, ce qui a provoqué une réaction en chaîne amplifiant le conflit au-delà des prévisions. Au début de la guerre de 30 ans, la configuration politico-géographique de l'Europe centrale était fragmentée, en particulier dans la région du Saint-Empire romain germanique. C'était une entité politique décentralisée, formée de centaines de petits États comme des principautés, duchés, cités-États et territoires ecclésiastiques sans frontières claires et aux loyautés religieuses et politiques variées. Ces territoires allemands, au-delà de l'Allemagne actuelle, seraient aujourd'hui appelés Schatterbelts. Des zones géopolitiquement fragmentées, sous la pression de forces plus grandes comme au Moyen-Orient, finissent par se diviser. Cependant, le Moyen-Orient était plus stable grâce à l'Empire ottoman et aux Safavides ou Perses. Les conflits religieux, qui s'étaient intensifiés depuis la réforme protestante, ont encore davantage divisé l'Empire entre des régions majoritairement protestantes ou luthériennes, ou calvinistes et catholiques. L'Empire des Habsbourg, au centre du conflit, était politiquement lié à l'Espagne, formant un axe catholique dans le but de restaurer l'unité religieuse en Europe. Ce bloc était soutenu par la papauté et par d'autres États catholiques comme la Bavière et la Pologne. Les États protestants germaniques, tels que la Bohême, le Palatinat et le Brandebourg, s'alliaient à des puissances protestantes extérieures comme la Suède, le Danemark, l'Angleterre et les provinces unies des Pays-Bas. La France, bien qu'étant un État catholique, a maintenu une position initialement neutre sous la direction de Richelieu, suivant une politique pragmatique de soutien aux protestants. Pour affaiblir ses rivaux Habsbourg en Espagne et dans l'Empire, ainsi, la France a commencé à jouer un rôle géopolitique central, cherchant à éviter la consolidation de l'hégémonie des Habsbourg qui menaçait son intérêt national. La péninsule ibérique était unie sous l'Union ibérique, qui intégrait l'Espagne et le Portugal, avec leurs colonies d'outre-mer en Amérique, en Afrique et en Asie. L'Union était confrontée à des tensions internes dues aux revendications d'autonomie du Portugal et de la Catalogne. Et en même temps, l'Espagne luttait pour maintenir le contrôle de ses provinces rebelles aux Pays-Bas, ce qui a littéralement épuisé ses ressources et l'impliquait encore davantage dans le conflit d'Europe centrale. En Baltique, Suède et Danemark se disputaient l'hégémonie navale et commerciale. La Suède, sous Gustave Adolphe, semblait être une puissance émergente, profitant de l'instabilité en Europe centrale pour étendre son influence territoriale et militaire. Le Danemark, bien que protestant, était une puissance plus modérée cherchant un rôle semblable à la France mais à moindre échelle, tentant d'équilibrer ses conflits régionaux et son engagement dans le conflit européen. Le chef protestant vaincu par les catholiques au début du conflit. Frédéric V, roi de Bohême, mentionné au début, était l'époux d'Élisabeth Stuart, fille du roi Jacques VI d'Écosse et d'Angleterre. Il demandait à lui et à son beau-père de plus en plus d'argent pour continuer à se battre dans la guerre, alors qu'il était exilé à La Haye, aux Pays-Bas. Cependant, il gaspillait pratiquement l'argent, au lieu de l'utiliser à des fins militaires. Il devait donc solliciter davantage d'argent à son beau-père anglais, lui aussi en grande difficulté financière. Le roi Jacques devait obtenir l'accord de la Chambre des communes pour ces importantes sommes d'argent. Et en tant que souverain à l'époque de l'absolutisme, il n'était pas satisfait de cette restriction et avait donc l'intention d'étendre son pouvoir afin de réduire cette dépendance vis-à-vis du Parlement. Une façon pour lui de faire cela fut d'obtenir de l'argent à partir de sources alternatives.
En acceptant une offre faite en 1614 par l'Espagne, dans laquelle il s'engageait à réduire les activités de ses corsaires anglais dans les eaux espagnoles dans les Amériques, et marier son fils Charles à la princesse espagnole Maria Ana. En 1622, le moment pour ce mariage avec l'Espagne semblait même favorable. L'Angleterre était en paix avec l'Espagne depuis 1604 et les relations étaient modérément bonnes malgré les tensions dans les colonies américaines. L'Espagne espérait aussi que l'Angleterre soutienne sa marine contre les Hollandais, qui harcelaient les routes espagnoles en Asie du Sud-Est depuis les îles indonésiennes. Et il y avait encore la question idéologique de marier le fils protestant de Jacques, Charles, avec la catholique Marie-Anne d'Espagne. Cependant, la situation s'est compliquée lorsque Marie-Anne a refusé d'épouser un protestant. En conséquence de ce mariage raté, l'Angleterre est passée de relations cordiales à la préparation de la guerre. Les Anglais ont alors dirigé leurs ressources vers les protestants sur le continent. Ces coups d'hypo croissants ont fait que le conflit européen s'est étendu aux Amériques par nécessité. L'effondrement des économies agraires et l'épuisement de la main-d'œuvre, de plus en plus aggravé par la guerre prolongée, ont fait que la demande de métaux précieux a énormément augmenté, en particulier l'or et l'argent, qui étaient essentiels pour financer les efforts de guerre et stabiliser les économies nationales. Les colonies américaines de l'Espagne, en particulier au Mexique et au Pérou, étaient les principales sources de ces métaux, ce qui les rendait essentiels dans la stratégie économique européenne. Le sucre et le tabac étaient aussi très recherchés en Europe et favorisaient l'exploitation coloniale. Le sucre est devenu une marchandise clé dans le commerce transatlantique. La production de sucre dans les colonies brésiliennes et caribéennes, exploitées par Portugais, Espagnols puis Hollandais, était essentielle pour satisfaire la demande européenne. Les conflits pour contrôler les plantations de sucre au Brésil ont entraîné l'invasion hollandaise dans le nord-est du pays. Les militaires hollandais ont même essayé d'aller plus au sud, mais les tactiques de guérilla des Portugais et des autochtones ont fini par confiner les Hollandais. Le contrôle des routes maritimes transatlantiques est devenu vital pour le transport des marchandises et la projection de la puissance militaire. Les ports stratégiques des Caraïbes et des côtes atlantiques des Amériques servaient de point d'appui logistique pour les flottes européennes qui allaient et venaient en Asie. La main-d'œuvre esclave était essentielle à l'exploitation économique des Amériques. Cela a entraîné une forte croissance du commerce transatlantique des esclaves, les Européens créant des routes entre l'Afrique et les Amériques pour soutenir leurs colonies et répondre à la demande de main-d'œuvre dans les plantations. Ce commerce a eu un impact direct sur les relations de pouvoir en Afrique. En effet, de nombreux chefs et nobles africains, en capturant des prisonniers de guerre, des dissidents politiques ou des membres de tribus rivales, les échangeaient contre des armes et des munitions auprès des commerçants européens. Et les Européens ont rapidement compris que, pour répondre à la demande croissante de main-d'œuvre esclave dans les Amériques, ils devaient établir des relations commerciales avec ces dirigeants africains. Ces derniers, à leur tour, voyaient le commerce des esclaves comme une opportunité de consolider leur pouvoir local et d'éliminer les menaces internes. Des royaumes africains tels que Dahomey, Oyo ou Congo sont devenus essentiels, échangeant des esclaves contre mousquets, poudre, alcool et tissus. Les armes européennes, en particulier les mousquets, sont devenus des symboles de pouvoir et des instruments permettant à ces royaumes africains d'étendre leur domination. Comment ces armements ont-ils permis à de nombreux dirigeants africains de soumettre les communautés voisines ? En capturant plus d'esclaves, en les vendant aux Européens, en obtenant plus d'armes, et ainsi en renforçant encore davantage leur propre dynastie, ils ont créé un cercle vicieux. Très bénéfique pour les Européens avares de main-d'œuvre esclave, bénéfique pour les dirigeants africains assoiffés de pouvoir, et bénéfique pour les Juifs séfarades qui assuraient le transport à travers l'Atlantique. L'inégalité d'accès aux armes modernes a déstabilisé les petits royaumes et sociétés tribales, moins équipés pour négocier avec les Européens. Les gouvernements et systèmes traditionnels basés sur les alliances tribales ont souvent été écrasés par les royaumes et empires militarisés d'Afrique. Cela a entraîné un déplacement massif de population, un effondrement politique dans la région et davantage de conflits intertribaux et entre royaumes. La compétition pour les ressources a également touché l'Asie, différemment des Amériques et de l'Afrique. D'abord à cause de l'extrême distance, puis de la présence d'acteurs géopolitiques puissants et technologiquement avancés.
comme l'empire moghol extrêmement puissant dans l'actuelle Inde et les Ming en Chine. Le Japon n'était pas un acteur d'influence régionale, surtout à cause de ses taxes élevées et de son isolationnisme qui limitait le commerce uniquement aux Néerlandais. Mais les pirates japonais harcelaient les routes régionales, ce qui affectait les autres Européens. La recherche d'épices, donc comme le poivre, le clou de girofle et la noix de muscade, extrêmement lucrative en Europe, a été l'un des principaux moteurs de la présence européenne en Asie. La Compagnie néerlandaise des Indes orientales a chassé les Portugais de la majeure partie de l'Indonésie et établi une domination quasi totale sur les Moluques, ce qui leur a garanti un approvisionnement régulier en ressources pour maintenir leur position dans le conflit européen. Avant de continuer, as-tu remarqué, les chaînes qui font du bon contenu sur YouTube rencontrent souvent quelque chose, et je parle vraiment de ceux qui produisent du contenu de qualité. C'est que parfois, une vidéo au début de la chaîne fonctionne très bien au-dessus des performances des autres vidéos, et avec ça la chaîne grandit. C'est bien sûr une bonne chose, mais dans la plupart des cas, cela finit par générer un effet, l'anxiété que la prochaine vidéo ait la même performance. Avec le temps, la chaîne cherche surtout les vues à tout prix, multipliant les clickbait, les vidéos médiocres et les polémiques pour faire parler. Et il ne fait plus de contenu dont il sait qu'il génère peu de vues manquantes pour le public d'origine de la chaîne. Et avec le temps, cette bonne chaîne que tu aimais n'est plus la même. Elle perd son essence et tu te retrouves en manque de ce contenu que tu aimais. Toute chaîne court ce risque. Mais pas Géopolitique mondiale, et la raison en est les membres. Grâce aux membres, la chaîne Géopolitique mondiale peut se permettre de maintenir ce type de contenu, comme celui de cette vidéo ici, dont je sais qu'elle ne fera pas beaucoup de vues parce qu'elle est plus dense, technique et de niche. Ou alors, tenter de nouvelles séries en se concentrant uniquement sur la qualité académique et non sur les vues. Alors, si tu aimes la chaîne Géopolitique mondiale et que tu veux qu'elle reste solide et forte, et surtout fidèle, deviens membre. Le coût est mensuel, et tu dépenses quand même bien plus que ça par jour, rien qu'en faisant un tour dans le quartier, en passant à la pâtisserie ou à la boulangerie. Avec ton aide de membre, tu garantis ces vidéos rares et exclusives en portugais, et tu as aussi un accès anticipé aux vidéos avant leur diffusion publique. Et tu as accès aux vidéos qui sont exclusives aux membres et qui sont encore plus techniques et ciblées. En plus des lives exclusifs avec moi, tu pourras aussi interagir sur le groupe Telegram si tu le souhaites. Selon ta catégorie, ton nom figurera dans les crédits où tu pourras voter pour la prochaine vidéo et être cité nominativement. Et bien d'autres avantages. Alors, deviens partenaire de notre chaîne et aide la chaîne Géopolitique mondiale à continuer d'innover avec du vrai contenu de géopolitique pour vous. La rivalité entre portugais, néerlandais, anglais et dans une moindre mesure français en Asie a renforcé les compagnies commerciales, telles que la Compagnie des Indes orientales et la Compagnie britannique des Indes. Ces institutions ont monopolisé le commerce des marchandises asiatiques, non seulement les épices, mais aussi la soie, le thé et la porcelaine, avec un impact direct sur les économies locales. Ce qui conduirait à une sorte de privatisation à grande échelle en Europe dans les siècles suivants. Non seulement à cause de l'énorme influence de ces compagnies, mais aussi parce que l'activité des mercenaires liés à ces compagnies deviendrait une partie de la base économique de pays entiers, surtout dans les royaumes allemands. Tout comme en Afrique, les puissances européennes ont introduit des armes en Asie pour soutenir leurs alliés locaux et affaiblir leurs rivaux. En Inde, par exemple, les compagnies commerciales intervenaient souvent dans les conflits locaux afin de garantir le contrôle de ports stratégiques comme Surat et Madras. La conquête de Malacca par les Hollandais en 1641 porta un coup fatal aux Portugais, sortant à peine de l'Union ibérique. Un coup si lourd qu'il allait diluer de façon permanente toute prétention portugaise à devenir un acteur géopolitique européen de premier plan. En effet, il s'agissait de l'un des principaux bastions stratégiques du système de défense maritime créé par Afonso de Albuquerque au début de la domination portugaise en Asie. Malacca contrôlait le détroit, point clé du commerce entre l'océan Indien et la mer de Chine méridionale, ce qui reste vrai aujourd'hui. La création de bases en Asie du Sud-Est et dans le sous-continent indien par les Européens a affaibli les empires traditionnels. En Inde, l'empire moghol subissait une pression croissante des puissances régionales et européennes. Dans des régions comme le Sri Lanka, les royaumes locaux ont été peu à peu soumis à la domination européenne.
Certains États asiatiques ont profité de la rivalité européenne. Au Japon, par exemple, le shogunat Tokugawa a utilisé le commerce avec les Hollandais pour obtenir des armes et des technologies, tout en restreignant sévèrement les contacts avec les autres puissances européennes. De la même manière que l'Utaya, là où elle se trouve aujourd'hui. La Thaïlande négociait stratégiquement avec diverses puissances pour préserver son autonomie et imposer son autorité aux royaumes voisins. L'impact de la guerre de 30 ans au Moyen-Orient, bien que proche de l'Europe, a finalement été atténué par les effets du tout-puissant Empire ottoman. Mais sur la durée, ils ont fini par se faire sentir. L'essor du commerce maritime européen dans l'océan Indien et l'expansion des routes transatlantiques ont fortement diminué l'importance des routes terrestres passant par le Moyen-Orient, comme celle de la route de la soie, déjà en déclin. Avec la concentration du commerce des épices et d'autres biens sur le circuit maritime, le Moyen-Orient a perdu une partie de sa position stratégique en tant que point de connexion entre l'Asie et l'Europe. La rivalité entre Portugais, Hollandais et Anglais pour dominer le commerce maritime dans l'océan Indien a fortement touché le golfe Persique et la mer Rouge. La présence portugaise à Mascate, où se trouve aujourd'hui Oman, et dans le détroit d'Ormuz, a été progressivement remplacée par des puissances locales et régionales, comme les imams d'Oman, qui ont repris Mascate en 1650, et par les Safavides, qui ont récupéré Ormuz avec le soutien des Anglais, en 1622. Les Ottomans, malgré leur domination au Moyen-Orient, affrontaient d'infinies des difficultés internes et externes. Problèmes administratifs et économiques en interne, pression européenne croissante en Méditerranée orientale et dans l'océan Indien à l'extérieur. La concurrence économique européenne et la perte de contrôle sur le commerce mondial ont fortement réduit les revenus ottomans, qui provenaient des tarifs et des tributs commerciaux. Quant aux Safavides du Bouhiran, ils furent ceux qui profitèrent le plus au début du conflit, en raison des changements dans le commerce, notamment avec la reprise d'Ormuz. En 1622, que je viens de mentionner, ils ont établi Bandar Abbas comme un nouveau centre commercial, redirigeant une partie du commerce du golfe Persique vers eux. Les pressions militaires ottomanes croissantes et les conflits internes ont affaibli l'Empire au XVIIe siècle. Les rivalités entre les Ottomans, qui étaient majoritairement sunnites, et les Safavides, qui étaient en chiites. Elles allaient y fonder la rivalité géopolitique des nations qui émergeraient, des siècles plus tard, dans la politique interne du Moyen-Orient. Les effets de la guerre de 30 ans ont façonné l'Europe, qui est sortie plus organisée à la fin du conflit. Surtout dans les empires marginaux, qui, après la fin du conflit, allaient utiliser cette structure construite pendant cette guerre pour former des empires mondiaux et créer un impérialisme véritablement mondial. Progressivement, dans les siècles suivants, ce fut le premier conflit qui a eu des impacts mondiaux de façon pratiquement immédiate. Car jusqu'alors, les effets des grandes guerres mettaient beaucoup plus de temps à avoir un impact à travers le monde. Et malgré cela, la plupart du temps, ces impacts restaient limités à une région. Merci à tous, j'espère que cela vous a plu, et un merci tout particulier à un membre de catégorie, soutien de Déléon Les Portes de la Ville. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager la vidéo avec tous vos proches et de nous suivre sur les autres réseaux sociaux, Instagram et Telegram, pour rester au courant des nouveautés de la chaîne. Merci à tous, à bientôt et à la prochaine vidéo.